Son nom, Josué Kogloum, voilà, experte en conduite automobile. Aujourd'hui, on revient sur le sujet de la semaine dernière qui était vitesse et surcharge. On s'est beaucoup appesanti sur la surcharge. On revient légèrement sur cette surcharge. Est-ce que ça peut causer? Et pour entamer la vitesse aussi avec Jojo. Bonjour Jojo. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Et je serai toujours avec vous tous les lundis. Et surtout, n'hésitez pas de poser des questions parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, surtout cette rubrique qui concerne tous ceux qui conduisent et même ceux qui ne conduisent pas. Parce que le code de la route, c'est aussi pour les piétons. Parce qu'il y a des panneaux qui concernent que les piétons. Donc, tout le monde est censé connaître le code de la route, mais malheureusement il y a encore des gens qui pensent que le code n'appartient que ou ne concerne que ceux qui conduisent les véhicules, mais le code c'est pour tout le monde, que ça soit ceux qui roulent, que ça soit ceux qui roulent en moto, en bicyclette, en camion et même les cavaliers, donc ça concerne tout le monde, même les piétons. En fait. Jojo, good morning. Good morning to you. Mihai, I don't know if we can go out with questions. Now, last week we talked about overload, overload and speed, right? Vitesse overload. Now, recently, since Friday, we've been facing the scarcity of fuel. Il n'y a pas le carburant depuis vendredi. Now, I want to ask a question because even today, coming to work wasn't easy at all for some people because of the fact that I think some taxis were unable, they were stationed because of scarcity of fuel. Now, I want to ask a question like you as maybe a passenger where you have to get to work very early and you see a taxi, right? Il n'y a pas les taxis, mais tu dois aller au travail. Je te vois venir. Yes. Je te vois venir. At that point in time, what are you supposed to do? Since you said overload is not acceptable for vehicles now, mais il n'y a pas le cabrien, il n'y a pas les véhicules, il n'y a pas il y a no taxis on the road, mais tu dois aller au travail. Cathy, je suis désolé. Hein. Je te vois venir depuis. Je suis désolé. Ça ne peut pas être qu'est-ce que je fais dire? Ça veut dire une raison pour accepter la surcharge parce qu'il n'y a pas le carburant. Il n'y a pas le carburant. Je pense qu'il y a un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux et que le carburant pourrait être disponible même ce jour. Je pense qu'il y a même des stations qui sont en train de se ravitailler. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de carburant qu'on s'autorise à faire de la surcharge. C'est pas sérieux. La surcharge est interdite. Dans tous les cas, elle est interdite. Bon, maintenant, nous avons parlé la semaine passée des endroits dans des villages où on trouve rarement des véhicules. Même là-bas, le code de la route ne dit pas qu'il faut surcharger. Mais parfois, on le fait parce qu'il y a pénurie. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la précarité au milieu du transport. Je l'ai dit lundi passé qu'il y avait une précarité. Et c'est ça qui pousse souvent les gens à se faire surcharger ou bien à surcharger. Parce que personne n'accepte de se faire surcharger. Mais tout le monde aimerait surcharger les autres. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ça le problème. Lorsque vous êtes déjà confortablement assis dans un véhicule, vous n'aimeriez jamais qu'on vous surcharge. Mais lorsque vous êtes en train de chercher le transport que vous ne trouvez pas, vous êtes, même quand on vous demande de vous asseoir à 10 sur une seule place qui prend par exemple 3, vous êtes heureux de surcharger parce que vous n'avez pas vu mieux que ça. Mais ceci ne dédouane pas le fait qu'on soit dans une infraction. Mais on te dit que si tu ne veux pas, like, if you don't want overload, on te demande de payer, like you have to transport fare, on demande le prix de transport. De toutes les façons, ce sont des négociations de gré à gré. Mais ce n'est pas accepté. La surcharge est une faute qui nécessite des sanctions. Et il y a même des sanctions qui sont prévues à cet effet. Lorsqu'on a surchargé, on est en erreur. Et je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on est surchargé, on perd son assurance. Ça veut dire que lorsque vous êtes sinistré, l'assurance ne va pas vous couvrir parce que vous avez une catégorie qui montre que vous avez 5 places. Et vous faites un accident de circulation, il y a même mort d'homme. Au pire des cas, il y a mort d'homme. Et pendant les enquêtes, pendant le constat, on trouve que vous transportiez 6 personnes. Ça veut dire que 6 personnes, y compris votre place de chauffeur, les assureurs ne vont jamais vous couvrir.
Parce que ce n'est pas ce qui est écrit sur la carte grise. Donc quand on fait la surcharge, on est responsable de ce qu'on est en train de faire. Et je ne sais pas si tous ces taximens et tous les transporteurs savent que lors d'une surcharge et qu'il y ait accident de circulation, l'assurance ne les couvre pas. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de chauffeurs qui ignorent cela. Exactement. L'assureur ne va jamais vous couvrir. 1. 2. Si vous n'avez pas un permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule que vous conduisez, l'assurance ne va jamais vous couvrir. Si vous avez un véhicule qui n'a pas de visite technique, l'assurance peut ne pas aussi vous couvrir. Donc il y a autant de choses comme ça. Et il faut que le conducteur le sache, que lorsque je n'ai pas d'assurance, je ne peux pas être couvert. Lorsque j'ai surchargé, lors d'un accident, je ne peux pas être non plus couvert. Ok. Voilà. Voilà une image qu'on a tué les gens qui bagarrent. Pour chercher, mais voilà, vous voyez, la moto prend deux. La carte de la moto, c'est en solo. La carrosserie, c'est solo. Ça veut dire qu'on ne prend qu'une seule place. Le conducteur et la seule place derrière. Jojo, let me ask a question. In this case, like today, Kenya, like there are no cars and even bikes. So you as a passenger that you don't want to be doubled or you don't want to enter in a car where there'll be overload, what are you supposed to do? Je propose ceci. Pour répondre à votre question, je propose que lorsqu'il n'y a pénurie de transport, comme le cas de maintenant, parce qu'il y a un problème de carburant, je propose que, en fait, ça c'est ma proposition personnelle, que qu'on fasse une proposition au conducteur. Par exemple, si le parcours était à 300 francs, on propose au conducteur qu'on paye les 2 places. Oui, au lieu de se faire surcharger. Parce que lors d'un accident de circulation, l'assurance ne va pas chercher à savoir si vous avez payé les 2 places. Exact. Vous avez payé les 2 places, mais on trouve que le nombre de places indiquées sur la carte grise est exact. Même si vous avez payé tout, il y a des personnes qui entrent dans des taxis qui ont un grand gabarit et qui proposent aux conducteurs de taxi de payer tous les 3 places de derrière. Oui, voilà comment on peut gérer ça. On n'est pas obligé de se faire surcharger ou de surcharger les autres. Hey, Jojo, are you serious? Si, j'ai déjà vu des gens qui ont payé 2-3 places. Les gens qui ont le moyen de se Oui, mais quand vous avez une grande corpulence, ben, ça va avec... C'est un handicap. Par exemple. Quand on a une grande corpulence, c'est un handicap. Et on peut payer conséquemment à son handicap. Parce que le monsieur qui a son taxi voudrait bien avoir ses 3 places derrière. Mais si est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir à 2 ou à 3 derrière un véhicule? Parce qu'ils sont assez grands, assez costauds. Je ne vais pas dire obèses parce que c'est péjoratif, je ne veux pas utiliser le mot, mais ce sont des gens qui ont un grand gabarit et qui ne peuvent pas s'asseoir avec quelqu'un d'autre, qui préfèrent payer les 3 places de taxi. Maintenant, s'il a payé 3 places, comment vous allez encore accepter mettre une autre deuxième personne qui fera 4 places? Parce que la seule personne a déjà payé les 3 places. Donc la surcharge, c'est une mauvaise chose. On ne peut jamais accepter la surcharge, quels que soient les cas. Vous êtes toujours en train de me parler de carburant. Oui, il n'y a pas de carburant, c'est vrai, mais est-ce que si on fait un accident pendant la pénurie de carburant étant en surcharge, l'assurance va aller demander que ce jour-là, est-ce qu'il y avait le carburant? C'est la question que je vous renvoie. Est-ce que l'assurance ira jusqu'à ce point, demander s'il y avait le carburant? Non, on va vous sanctionner. Claire. Vous ne serez pas couvert. Parce que la loi, c'est la loi. Et la loi va s'appliquer. Nul n'est censé ignorer la loi. Non, ok, maintenant, la vitesse. Tu n'as pas... On va y arriver. On aborde déjà le volet de la vitesse. No, it's the same. I just want to talk on ce qui se passe maintenant. Tu n'as pas le carburant. Le petit carburant que tu as dans il faut faire la vitesse. Je vais vous surprendre maintenant. Tu roules doucement. Le carburant va économiser la carte. Je vais vous surprendre. Okay. Je pense qu'on a déjà parlé de la conduite économique ici. Dans une de vos émissions ici, j'avais embrayé cette partie. Je vous répète aujourd'hui, et que tous ceux qui conduisent des véhicules m'écoutent très bien. Plus vous roulez vite, plus vous consommez plus de carburant. Donc maintenant, comme il n'y a pas assez de carburant, il faut rouler moins vite
pour économiser son peu de carburant qu'on a dans le réservoir. Vous roulez plus vite, vous consommez plus de carburant. Vous roulez moins vite, vous allez consommer moins de carburant. Je crois que j'ai même donné des exemples ici la dernière fois. J'ai donné des exemples ici. Le premier exemple que j'avais donné, c'était terre à terre. Je veux que tous les Camerounais qui m'écoutent comprennent. Lorsque vous avez deux personnes qui travaillent dans une entreprise, une personne, c'est un maçon qui frappe des papins, qui fait monter les murs et autres. Et la deuxième personne est assise dans un bureau. C'est un animateur de télévision qui est assis devant un micro avec un gros climatiseur qui frappe derrière lui. Il a juste un ordinateur devant lui. Entre les deux personnes qui dépensent plus d'énergie. J'ai posé cette question. Je ne sais pas si je peux avoir une réponse. Le maçon qui est au pied d'un mur, qui porte des parpaings pour construire le mur, sous le soleil, il tourne le béton sous le soleil. Prenons même celui qui frappe les parpaings, les fabricants des parpaings. Voilà. Il fait 10-15 sacs de ciment par jour. Et celui qui est assis dans un bureau, qui travaille sereinement, dans un climatiseur, il a juste son petit ordinateur, un laptop devant lui. Entre les deux personnes qui fournissent plus d'efforts physiques, qui fournissent plus qui souffrent plus, qui dépensent plus d'énergie. Voilà la question. Le monsieur qui est dans le bureau, derrière l'ordinateur. C'est lui qui dépense plus d'énergie. Non, c'est lui qui prend le... Ben voilà. Oui. Ben voilà, et effectivement, c'est là où je commence mon explication. Alors, celui qui descend une colline et celui qui monte, qui souffre plus? C'est celui qui monte. Voilà, je commence à aller doucement pour arriver sur la consommation du carburant. Alors, lorsque vous frappez les papins, moi je frappe les papins, vous travaillez dans un bureau, tout simplement. Lorsqu'on arrive dans un restaurant, qui mange plus? Je veux la réponse aussi. Qui consomme plus d'aliments? C'est-à-dire que celui qui a frappé les papins toute la journée, c'est celui qui a frappé les papins. D'accord, on y va. Alors, c'est exactement comme ça que fonctionne un moteur. Vous voulez que le moteur aille vite, vous devez lui donner de la nourriture pour qu'il aille vite, parce qu'il dépense plus d'énergie. Quand vous accélérez, vous arrêtez à 40 à l'heure, vous n'avez pas terminé de donner la nourriture à votre moteur. Le moteur va rouler en fonction du peu de nourriture que vous lui avez offert. Maintenant, si vous voulez que le véhicule, le moteur aille plus vite, vous êtes obligé d'accélérer. Vous appuyez sur le champignon, c'est-à-dire que la pédale de droite, à l'extrême droite, la plus petite pédale, vous allez accélérer. Et quand vous allez accélérer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le carburant va plus vite. Parce que là, on a deux mélanges. Il y a le carburant qui est l'air et il y a le carburant qui est l'essence. En parlant d'un moteur à explosion à 4 temps. Alors, vous avez l'air et l'essence qui vont se rencontrer quelque part et ça va former un mélange comburé. Un mélange comburé, c'est-à-dire carburant-air. Et c'est ce mélange qui entre dans le cylindre. Et maintenant, quand vous accélérez, il y a plus de mélange qui va venir vers le cylindre et les 4 temps de moteur vont se passer beaucoup plus rapidement que lorsque vous êtes à 40. Donc, pour que vous roulez plus vite, il faut donner plus de carburant au moteur pour que le moteur aille vite. C'est pour ces raisons que lorsque vous roulez plus vite, vous consommez plus de carburant. Un autre exemple, lorsque vous avez un cheval, vous êtes sur un cheval, pour que le cheval aille plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le taper. Il faut taper avec une chicotte. Pour que le cheval aille plus vite, puisqu'il aille au galop, il faut le taper. Et c'est la même chose. Lorsque le moteur va vite, c'est que vous lui donnez l'occasion d'aller vite. Vous alimentez le moteur plus vite. Le moteur qui roule à 1000 tours minute, le carburant qui entre dans un moteur qui roule à 1000 tours minute n'est pas le même carburant qui va entrer dans le même moteur à 5000 tours minute. Vous voyez? Parce qu'il faut donner du carburant pour que le moteur... C'est pour cette raison que j'explique à Cathy aujourd'hui que plus vous roulez vite, plus vous consommez de carburant. Vous quittez ici, à Douala, vous allez à Limbé. Vous roulez à 120 km/h. Moi, je roule à 70 km/h ou à 60. Nous avons pris le même carburant. Vous allez consommer
le double de ce que moi j'ai consommé pour arriver à Limbe. Parce que vous avez roulé vite. Un autre exemple. Si vous quittez ici avec un véhicule, votre véhicule pour arriver au Maroc, par exemple, vous allez consommer moins de carburant que l'avion. L'avion va plus vite. Il arrive plus vite et il consomme plus de carburant que... Donc la vitesse, pour arriver vite, il faut aussi dépenser pour arriver vite. Sinon, tout le monde prendrait le bateau ou bien sa propre voiture pour aller jusqu'en Algérie ou bien jusqu'en France. Il va prendre ça. Mais pour aller plus vite, il prend l'avion. Et l'avion consomme plus de carburant. Et c'est pour ça qu'il paye aussi cher. Donc la vitesse coûte cher. D'abord, puisqu'on embraye déjà le volet de la vitesse. La vitesse coûte cher, en vies humains, en économie. Lorsque vous faites la vitesse, vous dépensez plus d'argent que celui qui va moins vite. Vous comprenez maintenant? Donc, il vaut mieux aller moins vite pour réduire le carburant et pour éviter des accidents de circulation. Parce que le premier facteur des accidents de circulation, nous sommes en décembre. Et vous allez voir, si déjà que le ministre du Transport a lancé une campagne sur la sécurité routière, parce que si on ne fait pas comme ça, vous-même vous connaissez les bilans. Parce que maintenant, les gens voyagent beaucoup. Et c'est pour ces raisons que nous avons opté pour ce thème-ci. On parle de ce thème depuis la semaine passée. Vitesse et surcharge. Qu'est-ce qui tue les gens en route? C'est la vitesse. Pourquoi les gens meurent sur le dépassement qui est la manœuvre la plus meurtrière? C'est parce que les gens vont vite. Si vous n'allez pas vite, vous n'allez pas dépasser quelqu'un en route. Si quelqu'un roule à 80 km/h et vous venez, vous le dépassez, ça veut dire que vous roulez plus vite que lui. Parce que pour dépasser un autre usager devant vous, vous devez avoir plus de 20 km/h de plus que lui pour pouvoir le dépasser. Et pour avoir un dépassement normal, parce que le dépassement, c'est 10 secondes. Lorsqu'il dépasse 10 secondes, il n'est plus un dépassement. Voilà. Je vous laisse le temps de me poser des questions ou bien d'ouvrir aussi l'antenne pour... Je voulais poser une question. L'antenne est ouverte, elle est ouverte, l'antenne, c'est ouvert, donc à tous les téléspectateurs, vous pouvez appeler ou envoyer des messages WhatsApp. On va nous le faire lire et puis on va vous lire cela et puis... Jojo va répondre à ces questions. Oui, puisque nous sommes déjà aux vitesses, je voudrais que Jojo nous dise un peu quels sont les différents types de vitesses. Bon, ce que je veux en fait savoir, c'est que lorsque peut-être en première, on doit rouler à combien de kilomètres, deuxième, troisième, quatrième? Déjà, sachez que quand vous parlez de vitesse, vous parlez des étapes sur votre levier. C'est ce que tu veux parler là. Parce qu'il y a vitesse et vitesse. L'autre vitesse, c'est le fait de quitter d'un point à un autre, tout en roulant plus vite. Non, ce que je veux savoir, c'est que lorsque tu es en première... Voilà, vous parlez des leviers, le levier, donc le parcours du levier. Voilà. Lorsque vous partez de première, vous voulez dire qu'on peut rouler jusqu'à quel niveau, c'est ça? Oui. Sachez déjà que la première est une vitesse qui est faite juste pour le déplacement du véhicule. Lorsqu'on a déplacé le véhicule, quand vous accélérez en première jusqu'à 40, 50, 60 à l'heure, vous pouvez casser votre moteur. Parce que cette vitesse n'est pas faite pour rouler. C'est juste pour se déplacer. Dès que vous avez accéléré, pour un bon conducteur, lorsqu'il accélère, la première accélération, il doit passer en deuxième. Après la deuxième, passe en troisième. Jusqu'à arriver à la dernière vitesse qu'on appelle la prise position. C'est-à-dire la cinquième. Il y a d'autres voitures, il y a certaines voitures qui se limitent en quatrième. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu prends en première, tu es peut-être à 20 km/h. Vous avez juste une accélération, le temps de passer en deuxième. C'est-à-dire que la première, c'est juste le premier déplacement. Vous pouvez arriver même à 20 km/h. Si ce n'est que ça que tu cherches là. En deuxième, tu es peut-être à 50 km/h. Non. Quand tu démarres la voiture, généralement, quand tu démarres la voiture, tu es en première. La première, c'est le démarrage de la voiture, parce que c'est ce qu'on dit à l'auto-école.
démarrage de la voiture. Maintenant, tu changes de vitesse quand la voiture est déjà positionnée. Tu vas en deuxième maintenant pour pouvoir avancer. Au fur et à mesure... En deuxième, là, maintenant, tu vas au fur et à mesure... On n'a pas exigé un kilométrage. Le truc avec vous pouvez rouler... J'ai compris. Non, je vais résoudre son problème. Je réponds à sa question. Tu peux rouler en deuxième même jusqu'à 50 km/h. Mais ce n'est pas une bonne conduite. Pas une bonne conduite. Parce que le moteur va peser. Tu vas sentir ça. Le moteur pèse et le bruit sera élevé. Tu ressens. Donc, tu peux même rouler en deuxième même jusqu'à 60. Oui. Ça dépend de toi. Même en 80. Mais sauf que le ronflement de votre moteur va vous mettre mal à l'aise. Parce que le moteur va ronfler très fort. Et ce n'est pas conseillé de rouler à de grandes vitesses lorsqu'on est en deuxième ou en première. C'est à 40, c'est bon. Non. Non, Calvino. Calvino veut savoir s'il peut rouler toujours. Monsieur, nous conduisons. Attends, ouais. Je crois que c'est ce qu'il doit éviter Jojo ici. Il se tue à expliquer. C'est qui pose son problème. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est ma question. Il n'y a pas de questions bêtes dans la conduite. En deuxième, je suis à 40, c'est bon. Tu peux arriver même à 60. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Tu peux arriver à 60, mais j'ai dit, en roulant, en utilisant votre moteur de cette manière, vous allez perdre ce moteur avant le temps. Votre moteur ne va pas mettre long. Donc il faut alléger le moteur. C'est pour cette raison que lorsque vous prenez une grande route, les routes à grande circulation, vous devez arriver jusqu'à la cinquième. On appelle la cinquième la prise position, c'est-à-dire que la vitesse qui est directement reliée au pignon. Et là, ça fait consommer moins de carburant et ça allège le moteur, ça fait respirer le moteur. Voilà. Vous voyez, vous ne pouvez pas quitter ici pour arriver à Limbe ou arriver à Boya en deuxième. Ce n'est pas possible. Vous allez gâter votre moteur. Si vous roulez même en première pendant longtemps, vous allez gâter votre moteur. Vous allez détruire le moteur parce que la première est l'une des vitesses les plus grandes. Parce que quand vous ouvrez une boîte de vitesse, la première a un très grand pignon. Mais la plus grande vitesse, c'est la marche arrière. Parce que c'est le plus grand pignon qui se trouve dans une boîte de vitesse. Alors la première est la deuxième grande vitesse. En marche avant, c'est la grande vitesse. C'est pour cette raison que pour grimper une colline, on est obligé d'utiliser la première. Parce que c'est la vitesse qui nous permet d'aller plus loin. C'est la vitesse qui nous permet de sortir la voiture de la difficulté. Vous comprenez maintenant. Donc, en ce qui concerne votre préoccupation, vous voulez rouler à 40 étant en deuxième, je ne vous conseillerais pas. Parce que ce n'est pas la bonne manière de conduire. Parce qu'il y a d'autres vitesses qui allègent votre voiture, votre moteur, en passant à troisième, quatrième et cinquième, par exemple. Oui, Cathy, vas-y. Jojo, ce que tu es en train de dire là, c'est pour les gens qui conduisent les manuels. Les manuels, parce que l'automatique... Automatique, est-ce qu'il y a, Vous-même, vous venez de dire que... Vous-même, vous venez de parler du mot automatique. Voilà. Ça veut dire que automatique régule tout ce qu'on est en train de dire là. On n'a pas besoin de dire qu'on va rouler sur un quatrième. Non. Avec la voiture automatique, parce que ça n'a que deux pédales. Voilà. Il y a la pédale de frein et l'accélérateur. Lorsque vous avez accéléré, vous commencez à accélérer. C'est le véhicule lui-même qui change de vitesse. Il sait qu'à ce niveau, je dois passer en deuxième. C'est tout. Après, je dois passer en troisième. Lorsque vous êtes en difficulté, il sait revenir à la première. Et quand vous êtes en vitesse, même parfois, même, ça bloque même ça. Dès lors que vous enlevez votre pied sur l'accélérateur, vous posez sur le frein. Pour un véhicule automatique, ça rétrograde immédiatement. Et c'est automatique. Voilà. Donc quand vous avez dit automatique, vous aviez déjà donné la réponse. Donc le robot conduit pour vous. Alors... Et la voiture automatique, c'est pour les femmes. Pas forcément. Je peux vous dire que moi-même, actuellement, j'utilise un véhicule automatique. Oui. Mais cela ne veut pas dire... C'est vrai qu'au début, c'est moins stressant. Au début, les véhicules automatiques étaient conçus pour les handicapés. C'est vrai. C'était le permis F. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça a une conduite très aisée. Une conduite douce, une conduite qui ne demande pas trop d'efforts. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens sont dans moi, actuellement, je ne veux plus conduire un véhicule manuel. Moi-même. C'est aisé pour moi. Vous savez, lorsque vous êtes dans les embouteillages, vous utilisez plus l'embrayage que
que l'accélérateur. Et le pied qui utilise l'embrayage, non seulement il y a les crampes, mais il y a le corps qui se forme. C'est pour ces raisons que ça gâte aussi les chaussures. Et ça détruit les chaussures. Les corps. C'est pour ça que tu vois la majorité des hommes. Lorsque vous faites cette manœuvre, chaque fois, vous appuyez sur l'embrayage. Vous avez des corps. Et parfois, ce sont les chaussures qui se gâtent. Parce que lorsque vous achetez une belle chaussure aujourd'hui, vous avez un véhicule qui est manuel. Si vous faites deux tours avec votre véhicule, regardez encore votre chaussure. Il faut avoir peut-être deux chaussures. Alors maintenant, écoutez, regardez la pub, pas la pub autant pour moi, le Vox Pop sur la surcharge et la vitesse que nous a recueilli Monsieur Thierry Hond depuis Yaoundé. Le Vox Pop. Surcharge. Donc moi je condamne les deux attitudes, là, que ce soit la surcharge, que ce soit la vitesse. Pour moi c'est pas une bonne chose. Quand nous sommes en surcharge, on doit aller doucement, on doit regarder la route, on doit éviter les embouteillages, les cascades. Parce que quand tu es en surcharge, il y a l'équilibre qui n'est pas trop bien. Donc tu dois aller là sans vitesse, bien regarder, bien conduire quoi. Parce que quand tu es en surcharge, l'équilibre n'est plus quand tu es non surchargé. Avec les embouteillages et tout. Donc la vitesse aussi, c'est limité. Quand tu es en surcharge, la vitesse est limitée. Pas le coût de vie, l'étape de la vie difficile. C'est ça qui fait à ce que les gens vont en vitesse et en surcharge. S'il n'y a pas l'étape de la vie dure, c'est qu'il peut aller normalement avec les normaux, les 5 patachés, sans avoir de surcharge. Il y a une réglementation. Si tout le monde va conduire, ayant aller à l'auto-école, il ne faut pas avoir ce problème. La surcharge, pour la surcharge, je ne peux pas répondre à ça, puisque avec les embouteillages qu'il y a pour parcourir des chemins, le taximan est obligé de surcharger. Puisque quand nous on les pose les mêmes questions, ils disent que quand il y a plein de gens versés en route, là, si ne surchargent pas, ils vont faire comment pour que tout le monde parte. Donc pour la surcharge, je ne peux rien condamner là-dedans. Tout le monde veut arriver à bon port. Ouais. Les chauffeurs ne doivent pas faire la vitesse. Même pas la vitesse. Le surcharge non plus. Parce que quand il y a un surcharge, quand il y a un accident, le dernier surcharge n'est pas assuré. Voilà. Et la vitesse, quand il y a la vitesse, quand il y a un obstacle, le feu ne tient plus. Au studio, merci beaucoup pour l'émission, très belle émission. Ma question est celle-ci, pourquoi vous ne sensibilisez pas la population pour sauver les vies bien-aimées, sensibiliser beaucoup? Bonjour au studio, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sensibilisons. On a déjà fait plein d'émissions, ça fait au moins 2 mois. Hein. Avec des sujets, c'est au moins depuis le mois de septembre quand même que nous parlons. Tous les lundis. Oui, on a parlé du dépassement, on a parlé même des camions qui... La conduite de nuit, on a parlé même des phares, les pleins phares, etc. On parle aujourd'hui de la surcharge et la vitesse. On revient encore là-dessus, sur cette vitesse, parce que l'avant c'était le dépassement et la vitesse et dépassement. Bon, donc ça veut dire que nous sensibilisons déjà suffisamment de notre côté. Bonjour à vous sur le studio, j'apprécie beaucoup votre message. Il est très éducatif concernant les accidents de route, l'excès de vitesse et puis la manière de contrôler sa vitesse. Courage et bonne journée. Achille Tchol depuis Bamenda qui nous a écrit Jojo. C'est bien, ça montre que le travail que nous faisons aussi ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Ça ne peut même pas veut dire que les gens comprennent déjà et je me rends compte que, pour dire vrai, je viens de Banjul. J'ai passé tout le week-end à Banjul et j'ai fait la route Douala-Banjul. Passant par Batié. Je me suis rendu compte que les gens roulent de moins en moins vite aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas seulement les émissions comme celle-ci qui font ce travail, mais il y a aussi les autorités qui ont pris la chose en main
Ça fait aujourd'hui que les gens commencent à rouler moins vite et on a moins d'accidents de circulation. Pour le dire aujourd'hui, je pense qu'il faut être honnête. Il y a moins d'accidents de circulation à ce jour. Parce que avant, il n'y avait aucun contrôle sur nos axes routiers. Aujourd'hui, il y a les radars. Je vous ai dit ici qu'il y a un adage qui dit « La peur du gendarme est le début de la sagesse ». Aujourd'hui, tout le monde a peur de se faire arrêter devant. Tout le monde ne sait. Parce que vous savez, les gens qui ont les radars se cachent. Oui, les gens qui ont le radar se cachent, ils ne se montrent pas. Donc, vous ne savez pas où se trouve le gendarme qui détient le radar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a peur et tout le monde ne veut pas payer 25 000. Parce que vous ne pouvez pas payer 25 000 ici et vous payez encore 25 000 devant. Comme par exemple, je suis quitté hier de Banjul jusqu'à Douala. Il y a eu au moins 2 postes de gendarmerie qui avaient les radars. Donc quand vous traversez le premier poste, vous faites la vitesse, on va vous prendre au deuxième. Donc ça fait que les gens commencent à rouler moins vite. Et ça vraiment, j'apprécie le travail. Et je pense que même les émissions comme celle-ci que nous faisons amènent aussi les gens à prendre conscience aujourd'hui que la vitesse tue. Et la vitesse, c'est la vitesse qui amène au dépassement. Si on roule moins vite, on n'a pas trop de contraintes à dépasser. On peut dépasser un véhicule qui roule très lentement comme c'est un camion. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je vous appelle de Lompanga. Moi, c'est monsieur Jude Yenga. Jude Yenga, allez-y, posez votre question ou alors si vous avez une préoccupation. Oui, j'avais juste une préoccupation. J'ai le monsieur qui a dit tout à l'heure qu'on a constaté que la voiture automatique était beaucoup plus aisé de conduire la voiture automatique que conduire une voiture manuelle. Donc, ma préoccupation était de savoir comment est-ce qu'on peut réagir lorsqu'on est en pleine vitesse, étant dans une voiture automatique, comparativement dans une voiture manuelle, puisqu'on d'autant plus on sait que la voiture automatique se régule de manière automatique, comme il a si bien dit. Il y a un automate qui régule tout ça. Seulement, lorsque nous avons une voiture manuelle, si je vais peut-être à 140 et que j'ai un obstacle devant moi, je me dis qu'il est plus facile pour moi de retrouver la stabilité comparativement à si j'avais eu une voiture automatique. Parce que la voiture automatique attend à chaque fois qu'elle va nous réguler de manière, comme on a dit, synchrone. On rentrera d'abord s'il y a 6 vitesses, tout dépend du nombre de vitesses de la boîte. 6e, 5e ou bien 5e, 4e, 3e, 2e avant d'arriver. La voiture automatique ne peut pas le faire subitement. Alors qu'avec la manuelle, je peux décider de manière simple de rentrer au panneau avant de mettre dans une vitesse qui va automatiquement, soit détruire même le moteur, juste pour sauver des vies. Alors avec l'automatique, je ne peux pas. Puisque c'est l'automatique qui contrôle la voiture en ce moment. Avec la manuelle, c'est moi qui contrôle la voiture. Il est plus facile à grande vitesse avec la manuelle de sauver des vies que de le faire avec l'automatique. Je peux répondre? Voilà, monsieur, oui, Jude qui nous appelle depuis Lopanga. Allons-y. Je commence d'abord par lui dire, quand lui-même il parle de rouler à 140 à l'heure, et lui-même trouve que c'est normal, sur quelle route, par exemple ici chez nous, je sais que c'est un exemple qu'il a pris, mais je dis, est-ce qu'on doit rouler déjà à 140 à l'heure? Ça c'est la première question, ça c'est ma réponse que je lui renvoie. Maintenant, on entre dans la réponse vraie de ce qu'il a posé comme question. Lorsque vous roulez à 140 comme il a dit, vous avez un obstacle devant vous. Vous savez combien de temps il faut pour que vous arrêtez? Il faut prendre 140. Donc vous prenez 14 multiplié par 3 pour voir combien de mètres de distance vous allez utiliser pour pouvoir vous arrêter. Quand il dit que s'arrêter brusquement, quand vous roulez à 140, vous ne pouvez pas vous arrêter à moins de 100 mètres. Ce n'est pas déjà possible de vous arrêter à moins quand vous roulez à 140 à l'heure et qu'il y a un obstacle jusqu'à moins de 100 mètres, c'est pratiquement difficile de s'arrêter. Voilà. Parce que même si on prend 14, on multiplie par 3, ou bien on multiplie 14 par 14. Parce que pour avoir la distance d'arrêt, il faut prendre 14 multiplié par 14. Il sera après à plus de 100 mètres pour pouvoir s'arrêter. Déjà. Maintenant, il parle encore de rétrograder. C'est-à-dire qu'il vient au point mort
et passer à la grande vitesse. Parce que la 5e est la petite vitesse. Ça, je ne sais pas s'il peut comprendre ce que je veux dire. La 5e, c'est la petite vitesse, bien qu'elle va plus loin. Mais la plus grande vitesse, la grande vitesse, c'est la première. Alors, s'il quitte de la 5e, il passe au point mort, il va en première, il va détruire sa boîte de vitesse. Il faut qu'il le sache. Il risque même de détruire même son moteur. Donc, ce n'est pas une bonne conduite. On ne peut pas quitter de la 5e à vive allure et passer en première. Ça, ce n'est pas possible. Non seulement on va casser la boîte, on fait tonneau. Voilà. Parce qu'il y a un frein, qu'on appelle le frein moteur. Lorsque vous quittez de la 5e, vous devez faire ça graduellement. C'est-à-dire que vous quittez de la 5e, 4e, 3e, ça doit aller par ordre décroissant. Alors, lorsque vous quittez de 5e, vous passez directement à la première. Vous avez gâté le moteur et vous avez gâté le volant. Et vous-même, vous allez faire un accident. Vous allez faire un accident. Ça, c'est clair. C'est comme quelqu'un qui roule vite. Il trouve un obstacle. Il tire le frein en main. À vous tirer le frein en main, le véhicule va se retourner. C'est vrai. Le véhicule va se retourner. Le frein à main n'est pas un frein pour... On peut l'utiliser pour un secours, mais on ne peut pas l'utiliser brusquement. On le lève progressivement, mais en le levant progressivement, vous serez déjà face à votre danger. Donc déjà, je lui déconseille de faire la vitesse à 140 km/h. Ça, vraiment, s'il le fait souvent, moi je lui dis, je ne sais pas sur quelle route, même sur les autoroutes en Europe, la vitesse s'arrête à 130 km/h. Donc si lui, il veut faire la vitesse dans nos pistes que nous avons ici à 140, c'est qu'il roule à tombeau ouvert. Maintenant, je veux aussi... Sa question est longue, je vais répondre. Il parle maintenant d'un véhicule automatique. Le véhicule automatique est meilleur parce qu'il rétrograde immédiatement. Il le fait de manière graduelle et très rapidement. Dès lors que le pied est sur le frein, il quitte de la 5e en rentrant le plus rapidement, le plus rapidement pendant que le pied est sur le frein. C'est pour ces raisons que j'ai dit, j'apprécie beaucoup les véhicules automatiques. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, parce que la manuelle a ses avantages et ses inconvénients. L'automatique a les avantages et les inconvénients. Les voitures automatiques, pour ceux qui ne savent pas, consomment plus de carburant que les véhicules manuels. Si vous avez le même véhicule, un est automatique, l'autre est manuel. Celui d'automatique va consommer plus de carburant sur le même trajet. Ça, il faut que tout le monde le sache aujourd'hui. La manuelle aussi a ses avantages. Par exemple, rétrograder quand on descend une colline. Allô, bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je est prêt. Oh, je m'appelle monsieur Penda Christophe et puis j'appelle de Douala. Penda Christophe, nous vous écoutons. Oh, je voulais poser une question à monsieur Jojo. Go ahead. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Monsieur Jojo vous écoute. On vous écoute de tout de suite. Je disais que monsieur Jojo, vraiment, c'est un professionnel. Déjà, je l'apprécie parce que je vois comment est-ce qu'il amène l'émission. Moi, je suis un chauffeur café. Si je dis je suis un chauffeur café. Chauffeur quoi? Café. Lui, en tant que moniteur d'auto-école, il doit comprendre. C'est-à-dire, je viens d'obtenir mon diplôme de conduite défensive. L'explication qu'il venait de donner pour celui qui disait qu'il roule à 140 à l'heure, vraiment, ça me va tout droit au cœur. Parce que nous tous, nous sommes les chauffeurs, mais quand tu passes déjà ton diplôme de la conduite défensive, c'est là où tu sens que tu es un chauffeur. J'ai obtenu beaucoup de choses. Et vraiment, qu'il amène cette émission comme ça va former ceux qui vont suivre. Cette émission va former beaucoup de gens, mais d'ailleurs même pas encore passé le texte de permis de conduite défensive. Merci à vous et bonne émission. Merci beaucoup. Thank you so much. Je voudrais revenir sur la question du monsieur qui parlait de rouler à 140 km/h. Je vais lui dire que le temps de réaction, la distance parcourue entre la perception de l'obstacle, du danger et la réaction qui suit, c'est 14 multiplié par 3. Parce qu'il roule à 140. On prend les deux premiers chiffres de la dizaine et on multiplie par 3.
Lorsque vous multipliez 114 par 3, ça donne combien? Pour ceux qui sont... Nous sommes à 32, sauf si je me trompe, 32 mètres. Alors ça, c'est le temps que vous allez prendre juste enlevez votre pied sur l'accélérateur et posez sur le frein. Vous avez déjà parcouru plus de 30 mètres. Rien que le temps de réaction. C'est-à-dire que vous n'avez même pas commencé à freiner. Mais le temps seulement d'avoir perçu l'obstacle et la réaction qui y suit. Donc c'est le répondant. Vous enlevez le pied sur l'accélérateur pour poser sur le frein. Vous avez déjà parcouru 32 mètres. 42. Ou 42 mètres, voilà. Quelque chose comme ça. Vous avez déjà parcouru 42 mètres. Et c'est beaucoup. Parce que l'obstacle se trouve à combien de mètres de vous? Si l'obstacle se trouve à 50 mètres ou bien à 40 mètres, vous avez déjà atteint l'obstacle. Vous voyez, vous avez déjà atteint l'obstacle sans avoir freiné. Je peux parler? Oui. Allez-y. Allez-y. Je peux parler? Allez-y, monsieur, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Je m'appelle Monsieur Nganou. Oui. Monsieur Nganou appelle? Francis. Oui, Aïtoudi. Francis. Oui, j'apprécie le monsieur qui est là-bas. Sinon, c'est une mission qui devait sensibiliser plutôt beaucoup les chauffeurs. Parce qu'il y a un musicien qui avait chanté que ce n'est pas la roue qui tue, mais c'est nous qui tuons. Il devait sensibiliser les chauffeurs, dire aux chauffeurs, quand j'ai eu mon permis en 1975, notre moniteur nous disait que la meilleure prudence, la meilleure priorité, c'est la prudence. Vous m'écoutez? Oui, monsieur Nganou. Dit que la meilleure priorité, c'est la prudence. Et qu'en route, chaque chauffeur doit considérer les autres chauffeurs comme les fous. Donc, il doit savoir que c'est lui seul qui maîtrise. Qui est normal. Or, si on pouvait sensibiliser les chauffeurs comme ça, si chaque chauffeur, avant de sortir, sait que devant lui, il a des autres chauffeurs qui ne connaissent rien, on devait avoir moins d'accidents. Très peu d'accidents. Parce que ce qui se fait, c'est la concurrence qui est sur la route. Tu veux me détruire, me dépasse, je te dépasse. Ils ne savent pas là où ils vont. Voilà. Et si quelqu'un roule même à 100 à l'heure, tu es à 70 à l'heure, si vous faites peut-être un voyage Yaoundé-Babsan, celui qui roule 100 à l'heure ne peut pas arriver. Celui qui roule à 80 à l'heure ne peut pas faire 30 minutes avant qu'il le suit. Parce que quand il roule, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Je suis d'accord avec vous. Nos voitures, même qu'on nous donne que c'est bien démodé en Europe, on vient ici, on prend ça comme les voitures neuves. Les roues, les pneus, même ça n'existe pas. Le système de freinage se réduit. Mais nos amis, nos frères, nos parents se mettent en route, ils accélèrent, ils croient que peut-être ils sont au sommet. Parce que c'est des voitures qu'en Europe, les assurances n'assurent plus. C'est déjà démodé. Donc même nos gouvernements devaient aussi sanctionner nos gouvernements pour la qualité des voitures que ça entre ici. Moi, j'ai fait le Gabon, j'ai fait la Guinée. Mais il y a la qualité que ça entre ici, vous ne pouvez pas trouver ça en Guinée, même au Gabon. Donc tous les caracas, on devait faire ici chez nous. Je dis, cette émission devait être suivie, on devait le faire chaque fois, sensibiliser les chauffeurs. Parce que ça devait même passer à votre journal à STV, là, comme moi je suis souvent à STV. Malheureusement. Ça devait aussi passer au journal pour sensibiliser les chauffeurs. Merci. Et même en route, même comme ici chez nous, ce n'est que la magouille. Quand vous voyagez, même quand on flash un chauffeur, il va te donner 2000 francs à celui qui a flashé. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Si donner 2000, on ne refuse pas devant payer 25 000. Il va mettre en plan, il va changer. Merci, monsieur. Merci. Dès qu'on te flash, tu rentres. Tu donnes 2000. Merci, monsieur Nganou. Merci, monsieur Nganou. Nous le faisons depuis septembre, tous les lundis. Si vous voulez écouter et regarder, oui, restez scotchés tous les lundis et on parle justement sur la sécurité et la sécurité routière avec Jojo. Voilà, Jojo, on va terminer. Il nous reste 2 minutes. 1 minute. Oui, j'étais en train d'expliquer quelque chose tout à l'heure parce qu'on a fait tous les calculs. Oui. Je disais au monsieur de 140 km/h que le temps de réaction, quand on roule à 140 km/h, à la perception du danger et la réponse qui suit, on a déjà parcouru 42 mètres. C'est-à-dire que 14 multiplié par 3. Maintenant,
le freinage, donc la distance de freinage, ça veut dire la distance qu'on a parcourue pendant le temps de réaction et la distance pendant le freinage. On va arrêter son véhicule à 196 mètres le minimum. Ça veut dire qu'approximativement, le véhicule sera arrêté totalement que à près de 200 mètres. Vous voyez? Donc quand quelqu'un roule à 140 km/h, il doit être maître de sa vitesse. C'est clair. Et il doit savoir, comme le monsieur qui vient de passer là maintenant, que les véhicules que nous utilisons ici sont souvent des véhicules qui ont plus de 10 ans. Donc, le système de freinage ne peut pas être le même qu'un véhicule qui vient de sortir. Voilà. Je voulais que j'explique ça, parce que le problème de 140 km/h m'a donné des frissons. Il fallait que j'explique ça aux Camerounais, qu'on ne doit pas faire la vitesse comme ça. Et qu'on doit être maître, on doit être sûr d'arrêter son véhicule en cas d'obstacle. Merci Jojo. On vous retrouve sur Facebook, Jojo Joé sur Facebook, et puis il sensibilise même d'ailleurs la population. Et sur la page Auto-École Jojo aussi, oui, sur la page Auto-École. Il faut liker juste la page et vous allez voir les vidéos que je poste. Parce que si vous n'avez pas liké la page, vous ne pouvez pas voir les vidéos. D'accord, la page c'est Auto-École Jojo. Il y a aussi la page Auto-École Jojo, il y a la page Jojo Jo. J'ai 2 pages. Non. Et je fais le même travail dans les 2 pages. Voilà. Ok, merci Jojo. Alors on se retrouve lundi prochain. Cathy, nous, quant à nous, c'est demain qu'on va retrouver Polycarpe Zoa. Yes, of course, tomorrow. And don't forget that this weekend, we are going to the Southwest region, precisely Cape Town, for Mboum Bafo. Pourquoi tu me regardes comme ça là? Ça va? Non, ça va. Ça va, there is no time, so ça va pour aujourd'hui. Demain, non. On va te donner un prix au machin Awards. Voilà. Le prix du faux français. Il faut dire que j'aime les questions de Tonton Calvino. Merci beaucoup, il est 11h55 déjà de passer, 56 minutes. Nous avons débordé d'1 minute. Alors, nous retournons l'antenne à la régie finale. Merci à toute l'équipe.